جزية أمريكا لكم في 25/7/1795 على زمن جورج واشنطن في مياه قادش في الجزائر. أذكركم بتاريخ كان لكم مجيدا. الدولة الأولى في العالم يوم كانت الأمم شتى تخطب ودكم، عظماء الأرض تنحني لعزتكم، خيلاء فرنسا كانت تحت أقدامكم يوم عبرتم البرانيس، مجد بريطانيا تمرغ في وحل حطين، عظمة أوروبا ديست في سهل كلنسوة. أين أولي النهى فيكم؟ ألم تدفع الجزية أمريكا؟ Moshe Dayan, Yitzhak Rabin, Uzi Narkis, autant de noms associés à la victoire militaire israélienne en 67. Mais si je vous disais que le roi du Maroc, Hassan II, avait aussi contribué à la victoire éclair de l'État hébreu. Info, Intox, Johanna Binder, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que Israël a effectivement gagné cette guerre de 67 grâce à l'aide du Maroc? Eh bien, sans le Maroc, Israël n'aurait peut-être pas gagné la guerre des 6 jours. Alors, tout commence en 1965, on est 2 ans avant que débute la guerre des 6 jours. Les grands leaders du monde arabe se retrouvent à Casablanca. C'est le 3e grand sommet de la Ligue arabe. Alors, vous vous en doutez, le Mossad ne fait pas partie de la liste officielle des invités, mais il est là et il va recueillir des informations cruciales. Il y a un protagoniste, c'est Nasser, le président égyptien, le leader de la coalition arabe. Alors dans quel état d'esprit est-il à la veille de cette conférence? Il déclare à Assouan en février: l'année 1965 est la plus dangereuse des années de la lutte arabe. Israël prétend que les Arabes s'apprêtent à perpétrer une agression. Cela signifie qu'Israël a l'intention de nous attaquer. Nous devons donc être prêts à riposter. En septembre, donc quelques mois après, a lieu ce sommet de la plus haute importance. À l'ordre du jour, l'état des forces armées des pays de la Ligue arabe, avec cette question: sont-ils prêts à faire la guerre contre Israël? L'autre homme clé de cette histoire, c'est Hassan II, le roi du Maroc. Il va permettre aux renseignements israéliens de connaître ses ennemis. Et c'est à ce moment-là que le Mossad va donc entrer en action. Oui, absolument. Le Mossad va donc préparer cette opération en amont de la conférence. Plusieurs jours avant, une équipe du Shin Bet et du Mossad, il s'appelle à Tsiporim, donc les oiseaux, vont occuper le dernier étage du très luxueux hôtel à Casablanca où sont attendus les dirigeants arabes et où va aussi avoir lieu la conférence. Mais la veille de ce sommet, Hassan II est pris de panique et il somme les agents israéliens de quitter l'hôtel. Mais au terme de cette conférence, il va livrer aux agents israéliens l'enregistrement complet de cette conférence. Hassan II a tout enregistré en secret. Il n'a pas confiance dans les invités de la Ligue arabe. C'est à peine croyable. Mais qu'est-ce que les Israéliens vont bien pouvoir découvrir sur ces cassettes? Alors, les enregistrements vont révéler qu'il est question de créer un commandement arabe unifié pour mener les hostilités contre Israël. Et le point crucial, c'est que les rangs arabes sont profondément divisés. On va pouvoir entendre des échanges extrêmement vifs entre Hussein de Jordanie, mais aussi Nasser. Et alors, ce qui est vraiment important, c'est que les nations arabes vont vraiment révéler leurs faiblesses. Elles ne sont absolument pas préparées pour une guerre contre Israël. Et c'est vraiment sur la base de ces informations-là que Tsahal va lancer les premières opérations de la guerre des 6 jours en 67. Alors voilà un dirigeant arabe sunnite qui est censé être solidaire de ses homologues arabes. Pourquoi Hassan II a-t-il fait ce choix? Qu'est-ce qui l'a motivé? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant déjà ce sommet, le Maroc et Israël entretenaient déjà des relations stratégiques. Hassan II avait accepté que des juifs marocains émigrent vers Israël, en échange de quoi Israël fournissait une aide logistique au Maroc, notamment en formant ses militaires. Et suite à cette opération, qui a vraiment été considérée comme le fleuron des renseignements israéliens, Israël est en dette vis-à-vis du Maroc. Seulement un mois plus tard, en octobre, cette dette a un nom, c'est Mehdi Ben Barka, le plus farouche opposant d'Hassan II. Le Mossad participe à l'opération Baba Batra. L'objectif, c'est faire disparaître absolument Ben Barka, Baba Batra aux initiales donc de Ben Barka, mais c'est aussi le nom d'un traité du Talmud. Le Maroc a donc été un allié indispensable à Israël dans la guerre des 6 jours, même si, on le voit bien, aucun cadeau n'est gratuit. La petite histoire de la grande histoire. Merci Johanna Binder pour ces détails croustillants d'une des plus grands films d'espionnage. Merci d'être passé nous voir sur le plateau du Mag Orient.
كانت الجزائر ثاني دولة من حيث الدعم بعد العراق خلال حرب 73. شاركت على الجبهة المصرية بفيلقها المدرع الثامن للمشاة الميكانيكي بمشاركة 2115 جندي و812 صف ضابط و192 ضابطا جزائريا. أمدت الجزائر مصر ب 96 دبابة و32 آلية مجنزرة و12 مدفع ميدان و16 مدفع مضاد للطيران وما يزيد عن 50 طائرة حديثة من طراز ميج 21 وميج 17 دي اللي انا اتعلقت فيها لانها مهمه جدا. وسخوي 7. ستحدثنا عن ذلك. الأهم من ذلك ديفيد أليعازر رئيس الأركان الإسرائيلي الذي أقلته جولدا مائير بسبب القصور أو بتهمة القصور يقول معترفا إن ما حدث لقواتنا في ميدان الأدبية كان نتيجة الميناء صحيح في ميناء الأدبية كان نتيجة للاستهانة والاستهتار بعدد وعتاد الوحدات الجزائرية. لقد توقع شارون المغرور هو الذي يقول رئيس الأركان أن الجزائريين بأسلحتهم البدائية سيفرون بمجرد رؤية دباباته، لكنهم نصبوا له الفخ فخسرنا في يوم واحد 900 شخص جندي وضابط من أفضل رجالنا وفقدنا 172 دبابة. يبدو ما كان بيعرف شارون الجزائريين ونضالهم وقوتهم، ويجب أن ننصفها في هذه الحلقة لكي لا نقول فقط الجيش المصري والجيش السوري. مثلا المؤرخ والكاتب الإسرائيلي شفتاي تيبت، أمل أن أكون قد لفظت الاسم بشكل صحيح، الذي منع كتابه من النشر لربع قرن لأنه كشف عما يعتبره جبن أريال شارون خصوصا في المعركة ضد الجيش الإسرائيلي في ميناء الأدبية المصرية. يقول لم يكن في القرية سوى أطفال وعزل، وكان شارون يصرح أريد أن ترتج السماء والأرض وأريدكم أن تبيدوهم كالفئران وأريدكم أن تقتلوا الأسرى وتنكلوا بالجثث. اندفعنا بقوة صوب الأدبية تسبقنا قذائف دباباتنا، وما أن توغلنا في عمق المنطقة حتى وجدنا أنفسنا محاصرين من كل الجبهات. كانت دباباتنا تنفجر بمعدل 3 إلى 4 دبابات في الثانية، فظننت أننا سقطنا في حقل الألغام. كانت أصوات الله أكبر تأتينا من كل حدب وصوب، وقعنا في فخ الجيش الجزائري، شلت أيدينا وعقولنا ولم نتمكن من إطلاق قذيفة واحدة. الجيوش العربية سيادة اللواء كان لها دور كبير فعلا. احنا بعد 67 مباشرة القوات الجوية تكاد تكون اتضربت أغلبها أو 90% منها، فكنا محتاجين طيارات على وجه السرعة. الجزائر أمدتنا ب2 لواء جزائري، طيارات جزائري، اللي احنا ضربنا بيها يوم 14 و15 يوليو 67 بعد حرب 67 ب 34 يوم. وفي اللحظه دي كان فريق مذكور ابو العز كان هو قائد القوات الجويه. انسحبت القوات الاسرائيليه حتى خط العريش، لكن ما كانش عندنا القوات البريه التي تملا هذا الفراغ في سيناء. انا اؤكد لك يا سياده اللواء لو حصلت حرب غدا الجزائري لم يتغير، سيساند. ايوه طبعا. Une histoire vieille avec le Mossad. Voilà. Depuis 1961, et l'affaire d'un navire qui a été coulé par le Mossad avec des juifs dessus, pour permettre aux juifs de partir par dizaines de milliers ou centaines de milliers, Hassan II a compris que de toutes les façons, son intérêt, c'est de s'allier avec le Mossad, secrètement, bien sûr. Parce que d'abord, il était tourné vers l'Amérique, vers l'Occident, et il avait besoin du soutien américain. Voilà, c'était un homme de l'Occident. D'accord. Bon. Maintenant, dans les années 80, le Mossad a envoyé un homme d'affaires, enfin, un ancien banquier qui s'appelle André Azoulay, qui était un dirigeant bancaire international, mondial, qui est né au Maroc, mais qui a fait toute sa carrière en France. On lui a demandé il a dû avoir des négociations pour retourner au Maroc et servir comme conseiller du roi. Et en 86, il a réussi à faire venir Shimon Peres et Yitzhak Rabin au Maroc de façon officielle. Donc c'était déjà, le Maroc était la porte de pénétration d'Israël dans le monde arabe. C'est-à-dire que le Maroc a servi de tremplin, d'exemple, pour permettre une légitimation d'Israël dans le monde arabe. Maintenant, les sionistes voulaient aller plus loin. C'est-à-dire, en 2012, ils ont créé ce qu'on appelle le projet Aladdin. C'est quoi le projet Aladdin? Lancé par André Azoulay. Le projet Aladdin consiste à
By the UNESCO, Aladdin project, by the UNESCO, sponsored by the UNESCO. Oui, oui. Mais la secrétaire générale de l'UNESCO est la fille d'André Azoulay. Exactly. D'accord. Exactly. Donc, voilà, bon. C'est quoi le projet Aladdin? Le projet Aladdin, en 2012, c'est de faire rentrer la Shoah dans le monde arabe. C'est-à-dire de rendre la Shoah, sensibiliser les populations arabes et maghrébines à la tragédie de la Shoah. To be integrated in the curriculum. Oui, pour que, défense de rire, pour que de telles tragédies ne se renouvellent pas. Bon. Maintenant, évidemment, le projet Aladdin, on a demandé au roi Mohamed VI de faire une déclaration. Donc il a fait une belle déclaration pour le projet Aladdin. Et il a commencé à travailler, mais uniquement au Maroc. Parce qu'aucun autre pays n'aurait permis ce genre de choses. Aucun. Même, je veux dire, même l'Égypte qui travaille, c'était vraiment impossible. Le Maroc est le point faible, vraiment le point faible de la structure arabe, du monde arabe vis-à-vis du sionisme. Donc, quand on veut introduire la Shoah au sein du monde arabe, on s'adresse au Maroc, parce que le Maroc ne peut pas refuser ça. Et donc, petit à petit, on a fait en sorte qu'il y ait une journée de la Shoah, par exemple, à l'université d'Ifran, qui est une exposition de photos à Marrakech, il y a 1 an ou 2. Donc, rendre la Shoah quelque chose de, comment dire, qui existe au Maroc. Ça veut dire faire toucher du doigt la tragédie de la Shoah. Et maintenant, on voulait aller plus loin avec Marrakech. C'est une ONG allemande qui probablement a des intérêts avec les sionistes, enfin bon, qui a construit un début de mémorial du côté de Marrakech. Mais il y a eu une telle levée de boucliers, une telle résistance. Jacob, you talked about the Arab region, you know, and the Gulf state and the Gulf region. يفصل هو يركب طيارة والجزائريين لحمايتهم ولكي لا يظهروا ياخدوا الطيارة الثانية، وهذا هو التغيير الذي حصل. لكن الأمير الحسن لم يكن بعيدا على الإطلاق عن عملية خطف قادة الثورة الجزائرية، وهو له في هذا منطق معين. لكن حصل خطف الزعماء الجزائريين وبدأ قدام الفرنساويين أنهم قدام فرصة من ذهب. 20 جويلية 1921 حدثت معركة أنوال المجيدة في بلاد الريف شمال المغرب، عندما انتصر 1000 أمازيغي بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي على الجيش الإسباني الضخم قوامة 15,000. مذبحة عظيمة وقعت للإسبان. بعدها لم يتمكن الإسبان من الثأر والقضاء على الخطابي إلا بمعاونة فرنسا والمخزن